Alors, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ce cercle de presse. Heureuse de vous voir en grand nombre, particulièrement les étudiants d'ATM. Vous êtes nombreux. C'est intéressant, vous êtes toujours là puis vous posez toujours des questions pertinentes. Donc, je vous invite à ne pas être gênés du tout. Alors, aujourd'hui, on reçoit Alexandre Cloutier, qui, vous le savez, est candidat à l'investiture du Parti québécois. Il est surprise, je n'avais pas annoncé ça dans mes différentes invitations. Il est accompagné de Gaétan Lelièvre, qui est député de Gaspé, mais qui est aussi le critique en matière de développement régional et des affaires municipales pour l'opposition officielle. Donc, en premier, ce sera M. Cloutier, M. Lelièvre, M. Cloutier, qui vont s'alterner tout ça parce qu'Alexandre a une annonce à nous faire aujourd'hui. Donc, je vais lui donner un peu plus de temps. Ensuite, quand vous voulez poser des questions, vous levez la main. Vous nommez. En fait, je vais vous nommer, mais on va commencer par Denis Villeneuve déjà parce que Denis a réclamé la première question. Alors, on y va avec M. Lelièvre. Alors, si vous me permettez, Cloutier. Peut-être juste souhaiter la bienvenue puis vous remercier de cette invitation au Cercle de presse, qui est une invitation que je ne pouvais pas laisser passer. Vous savez que j'ai fait quelques propositions depuis le début de la course à la chefferie au Parti québécois. Mais il était hors de question pour moi de faire les propositions région et développement régional à l'extérieur de la région que j'habite, à l'extérieur de la région où j'ai fondé ma famille. Je voulais le faire avec vous, les médias régionaux, pour bien marquer le point sur l'importance du développement régional. Tout à l'heure, j'aurai la chance de faire plusieurs propositions pour le développement économique de l'ensemble des régions du Québec. J'ai quelques suggestions à transmettre à l'ensemble des Québécois. Mais je voulais aussi vous présenter mon collègue Gaétan Lelièvre, qui a passé toute sa vie à œuvrer dans le développement local. Il a été directeur de la municipalité de Gaspé pendant une partie importante de sa vie. Il a occupé de nombreux postes de concertation, de développement économique et de rôle de leader dans sa région en Gaspésie. Et dois-je le rappeler, il était également le ministre responsable des régions dans le gouvernement du Parti québécois. Pour moi, l'appui de Gaétan est fondamental. L'enjeu des régions est au cœur de mon engagement en politique. J'ai l'intention tout à l'heure de vous partager ma réflexion, mais à ce stade-ci, je vais céder la parole à Gaétan et je vous reviendrai tout à l'heure sur ma vision globale du développement régional au Québec. Merci beaucoup, Alexandre. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir également d'être ici ce matin. C'est impressionnant comme organisation. Écoutez, d'abord, je suis fier également d'appuyer Alexandre dans sa course à la chefferie. J'ai connu Alexandre dès mon entrée en fonction comme député et comme ministre délégué aux régions en 2012. C'est quelqu'un avec qui j'ai tissé des liens professionnels et des liens d'amitié également, très rapidement, parce que je pense qu'on a pas mal les mêmes valeurs. D'abord, on est deux gars des régions. Mais on connaît aussi le fonctionnement de la politique nationale et même du côté d'Alexandre, même une belle expérience au niveau international. Donc, je crois qu'on a des valeurs qui se ressemblent. Pourquoi j'ai appuyé Alexandre? Écoutez, moi, quand je suis rentré en politique, très rapidement, j'ai annoncé mes couleurs en disant que ce qui m'intéressait en politique, notamment, c'était 3 éléments. Un premier, pour avoir travaillé 30 ans dans le développement régional, c'était vraiment ma région, aider ma région. Je pense que sur le plan professionnel, après 30 ans comme DG des MRC, de CLD, président de la Commission des transports, dans le monde municipal également, j'étais rendu, je pense, à un stade où c'était intéressant pour moi sur le plan professionnel, mais aussi, je pense que je pouvais aider mieux ma région en me rendant à l'Assemblée nationale. Donc, aider les régions, c'était une de mes premières convictions et ça l'est toujours. Une seconde, c'est les jeunes. J'ai toujours accordé une grande place aux jeunes dans ma carrière professionnelle et au niveau politique. Je trouve extrêmement important, pour ne pas dire incontournable, essentiel, d'impliquer davantage les jeunes dans la politique, mais aussi dans tout ce qui est développement local, régional et ça à tous les sphères. Donc, les jeunes m'apparaissent extrêmement importants en termes de relève, en termes de vision. On doit préparer un Québec de demain pour eux, en bonne partie. Et également, c'était très important aussi pour moi de tenter, je dis bien en toute humilité, d'améliorer un peu ce que j'appellerais la cause politique ou la chose politique, c'est-à-dire faire de la politique autrement. Il ne faut pas se le cacher, les gens sont très désabusés de la politique, sont très déçus même, et avec raison, il faut se le dire, à plusieurs égards, mais il reste quand même que
La politique, à mon avis, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux pour aider la société. Chacun peut le faire dans son organisation respective, oui, mais il reste que la politique est un élément incontournable et j'ai rien trouvé de plus efficace, de mieux, de plus durable en termes d'implication pour améliorer notre société. Donc, faire de la politique autrement, ça m'apparaissait extrêmement important et Alexandre répond à ces 3 critères-là. Donc, j'ai été chanceux, j'ai eu un choix facile à faire. On pourrait en parler longuement, il y a d'autres raisons aussi, mais essentiellement, c'est ces 3 éléments-là qui fait que je suis heureux d'appuyer Alexandre dans sa course à la chefferie et je suis convaincu que c'est un candidat qui, s'il devient chef de notre parti et éventuellement premier ministre, c'est quelqu'un qui pourra défendre les intérêts de l'ensemble du Québec et incluant les régions qui, malheureusement, sont depuis longtemps beaucoup trop oubliées. Merci. Veux-tu parler de la critique régionale? On peut y aller aussi si tu veux. Parfait. Oui. Alors, on va laisser Gaétan faire la présentation régionale. OK, encore du temps. Écoutez, développement régional, on est ici pour en parler aujourd'hui. Alexandre va annoncer une partie de sa plateforme qui touche notamment les régions. Écoutez, moi, ça fait 30 ans, ça ne me rajeunit pas, mais 30 ans d'implication active au niveau du développement local, régional, au niveau de certains dossiers nationaux aussi, mais qui touchent les régions. Et je dois vous dire, là, je dois prêcher par l'exemple. Si je veux faire de la politique autrement, je pense qu'il faut être correct dans mes propos. Honnêtement, on n'a jamais, au niveau des régions, jamais traversé une période aussi sombre en termes de bouleversement. Écoutez, on vit un chantier, mais d'habitude, quand on entend parler d'un chantier pour les régions, c'est positif, c'est un chantier qui va nous donner des outils, qui va nous donner de l'espoir. Mais présentement, objectivement, je défie n'importe qui de s'asseoir à une tribune avec moi puis de débattre là-dessus. Présentement, c'est un chantier de démolition des régions qu'on vit présentement et je pèse mes mots. Écoutez, on est attaqué de partout dans nos outils de développement. Moi, quand je suis allé en politique, j'ai dit à Mme Marois, oui, ça m'intéresse, Mme Marois, de travailler auprès de vous, mais pour avoir travaillé là, très longtemps dans le développement, les attentes sont grandes et ça me prend un coffre à outils. Bon, on a déterminé ensemble quel serait le coffre à outils. Et ce coffre-là à outils, je vous dirais qu'aujourd'hui, il est vraiment, on l'a vraiment décimé, ce coffre à outils-là. On a commencé à être attaqué au niveau de la santé, l'abolition des C3S, le remplacement chez nous, c'est 4 hôpitaux. Donc, on remplace 60 bénévoles, membres de conseil d'administration, par 17 personnes qui vont être nommées et rémunérées par le ministre. C'est tout un changement de mode de fonctionnement. Toute la gouvernance, la représentation des régions est directement attaquée. Les CLD, nos structures de concertation locale et de développement local, les CRE, notre structure de concertation régionale unique en région. Je comprends que les CRE à Québec, à Montréal, peut-être que c'est pas essentiel, mais dans nos régions, si on enlève les CRE, qui va défendre le dossier de la concertation et du développement régional? Qui va unifier nos MRC pour ne pas revenir malheureusement à des périodes de rivalité stérile? Écoutez, au niveau des jeunes, les carrefours jeunesse-emploi, j'apprenais la semaine dernière que des régions comme la Côte-Nord, la Abitibi, la Basse-Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, on est coupé de 10 % et il y a d'autres régions plus centrales qui, elles, sont augmentées de 30 %. Donc, où est l'intérêt pour les régions? On est vraiment attaqué de partout, puis ce que je sens, c'est qu'il y a une grande démobilisation. Les gens sont, à force d'allumer des feux un peu partout, on ne sait plus finalement où travailler, où se garrocher pour essayer de rétablir la situation. Donc, c'est une période extrêmement importante, puis moi, je suis fier d'arriver ce matin avec Alexandre puis de déposer une vision. Ce que le gouvernement actuel n'a pas, à mon avis. On a une vision qui est très cartésienne, qui est une vision comptable, strictement, mais on sait que de gouverner un pays, gouverner un territoire, il ne faut pas seulement que raisonner en colonne de chiffres, il faut raisonner aussi avec des valeurs, des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs communautaires, des valeurs économiques. Et on ne retrouve pas ça présentement dans la façon de faire du gouvernement. C'est strictement, je dirais, l'objectif ultime d'atteindre le déficit zéro, mais à quel prix pour les régions? Les transports également sont très malmenés dans différentes régions. Donc, nos conditions de base au développement, qui sont les transports, les communications, la santé, l'éducation, tout ça, présentement, est attaqué de plein fouet. Et j'ai peur qu'on recule beaucoup. Et est-ce qu'on va pouvoir reprendre le temps perdu? Ça m'inquiète beaucoup. Merci. Merci. Merci, Gaétan. Je suis convaincu d'une chose, le premier ministre Couillard n'aurait jamais été élu s'il avait joué visière levée avec l'ensemble des Québécois. S'il avait dit aux Québécois qu'il allait couper dans l'aide au développement local, qu'il allait couper dans la concertation,
qui allait couper dans la gouvernance de proximité pour les soins de santé, qui allait couper dans toute la coordination qui se fait dans chacune des régions du Québec. Je suis persuadé qu'il aurait perdu ces élections. Malheureusement, force est de constater qu'on a un premier ministre qui s'est contenté d'une présentation de façade de la défense des régions. Il a joué la carte du gars du lac quand, en réalité, de toute évidence, il ne comprend pas la réalité qui se vit sur le terrain. Si on veut que le Québec soit fort, on peut bien reconnaître que Québec et Montréal sont à la fois le poumon et la tête du Québec, mais encore faut-il que l'énergie des régions soit là, la vitalité de nos régions existe. Le Québec est fort sur l'ensemble de son territoire. On n'arrivera à rien si on concentre tout seulement dans certains grands centres à travers le Québec. Le gouvernement du Québec, c'est affreux ce qu'il est en train de produire. Il est en train de saigner les régions. Malheureusement, il n'y a aucun ministre fort qui défend les régions. D'ailleurs, quel ministre est au Conseil des ministres qui représente les régions, à part Philippe Couillard? Puis honnêtement, on se demande sérieusement, il est où? Les régions vont se développer en misant sur des créneaux d'avenir. J'ai clairement identifié l'électrification des transports comme devant devenir une réelle priorité du Québec. Il faut utiliser des matériaux qui sont produits sur nos territoires, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'aluminium, c'est le matériel qui est utilisé pour la voiture électrique, pour les transports dans le domaine électrique. On fabrique déjà la voiture cargo à Alma, vous le savez. On produit déjà des petits véhicules qui sont exportés partout à travers le monde. Or, le gouvernement du Québec actuel a mis la hache dans tout le développement de la voiture électrique au Québec. On avait prévu un secrétariat à l'électrification des transports que le gouvernement a écarté. On avait prévu un fonds de recherche à l'électrification des transports. Le gouvernement a mis ça de côté. Et on avait mis un fonds de développement économique pour aider nos petits entrepreneurs à développer des créneaux. Ça aussi, ça a été mis de côté. Moi, je vous propose de rétablir un budget de 50 millions de dollars pour rétablir l'aide aux entrepreneurs. Je vais prendre l'argent en allant chercher la TVQ sur tout le commerce électronique par les entreprises étrangères. Nos commerçants locaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean se font saigner à blanc par les compagnies étrangères qui ne chargent pas la TPS et la TVQ. Ça, les amis, ça s'appelle de la concurrence déloyale. On a identifié un 100 millions facile à aller chercher. Moi, je propose de redistribuer un 50 millions qui va aller juste au développement local pour aider nos entrepreneurs, pour développer de l'emploi sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans l'ensemble des régions du Québec. Il est grand temps qu'on se réveille, là, puis nos petits commerçants là, sur les rues principales de nos centres-villes qui se font concurrencer par l'Inde, la Chine, parce qu'ils ne chargent pas TPS et TVQ, là, il est grand temps qu'on mette fin à ça. Il est grand temps aussi qu'on fasse de la régionalisation de l'éducation un véritable enjeu. C'est pas normal que dans les grands centres, on continue de construire des nouveaux gymnases, des nouveaux complexes parce qu'il y a plus d'étudiants dans les régions en banlieue de Montréal. Puis pendant ce temps-là, notre cégep de Gaspé, qui a déjà eu 2000 étudiants, est rendu à 800, puis que le cégep d'Alma est rendu en bas de 1000 étudiants. Moi, ce que je propose, c'est de créer des bourses à la mobilité des étudiants. Il y a 2000 étudiants à chaque année qui sont refusés dans des programmes dans les grands centres. Qu'on offre des bourses aux étudiants pour les encourager à aller étudier sur l'ensemble du territoire québécois. Comme développement économique, là, c'est juste du gros bon sens. Qu'on arrête de construire des nouveaux chantiers dans certains cégeps du Québec, puis qu'on remplisse les cégeps dans les régions, puis qu'on invite les gens à venir s'établir sur le territoire québécois. Je propose aussi de réduire les frais de scolarité à tous les étudiants étrangers qui décideront de venir travailler et s'établir dans les régions ressources. Je propose de redonner 8 500 $ à chaque étudiant étranger qui décidera de venir fonder sa famille dans les régions ressources du Québec. Alors, un étudiant qui irait, par exemple, à l'Université de Montréal, qui arrive, je ne sais pas, de la Guinée, qui devient ingénieur, se verra rembourser ses frais de scolarité à la même hauteur que n'importe quel autre étudiant sur le territoire québécois, dans la mesure où il décide de venir s'établir sur une période de 3 ans sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux aussi offrir de la formation à toutes les MRC au Québec qui n'ont pas à proximité soit un cégep ou une université pour qu'il y ait de la formation continue qui se fasse, peu importe qu'on habite où on habite sur le territoire québécois. Il y a des territoires plus isolés que d'autres qui méritent que ces gens-là aient aussi accès à la formation.
Je propose également une nouvelle politique nationale de transport, à la fois transport des marchandises, des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire du Québec. Ce qui se passe à l'heure actuelle avec les coupures du trajet, par exemple, entre Chibougamau puis Robertval, entre Alma puis le Saguenay ou entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles, c'est une aberration, les amis, là. Il faut se réveiller. On ne peut plus accepter un gouvernement qui coupe dans les transports régionaux. S'il n'y a plus d'infrastructures pour assurer le déplacement des gens sur le territoire, comment voulez-vous qu'il y ait de l'occupation du territoire? On est en train de faire des régions éloignées, des régions isolées. Le gouvernement du Québec laisse tomber les infrastructures de transport régional et on est obligé de se chicaner dans les régions pour savoir quel lien on va couper entre Robertval puis Saguenay ou entre Chibougamau puis Alma, alors qu'en réalité, on ne devrait pas se poser ces questions-là parce que ce sont des services qui sont essentiels. Il y a beaucoup de gens malades qui utilisent le service de transport en autobus, puis les exemples, ils sont vraiment multiples. Enfin, je veux partager avec vous, je veux vous rappeler que sous Guy Chevrette, le Parti québécois avait proposé de redonner aux régions le tiers du budget du Québec dans le cadre d'un Québec pays. Il est grand temps de se mettre au travail, nous, au Parti québécois, et qu'on propose aux régions ressources un nouveau modèle de développement local et régional pour expliquer concrètement comment la souveraineté du Québec va redonner un souffle nouveau à l'ensemble des régions du Québec. Et moi, je propose dans les prochains mois, prochaines années, que le Parti québécois dépose à nouveau un livre vert pour les régions du Québec pour qu'on comprenne complètement le nouveau souffle qu'on souhaite leur donner avec des nouveaux moyens. Mais là, les amis, là, il est grand temps qu'on se réveille. Le gouvernement actuel est en train de mettre la hache dans les régions. Moi, je veux pas qu'on mette des pancartes à vendre sur la région de la Côte-Nord, sur la région de l'Abitibi, puis sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour ça qu'il faut monter au front, puis il faut défendre les régions ressources. L'heure est grave. Gaétan vous en a parlé tout à l'heure. Ce que nous vivons présentement, ça fait des années qu'on n'a pas vécu ça au Québec. Je propose de redonner le tiers du budget du Québec aux régions ressources. Faites le calcul, là, c'est plus de 20 milliards, quand même pas mal comme aide gouvernementale. Ce à quoi je m'engage à faire, c'est de mettre à jour nos études, de redéployer une véritable du développement économique du Québec et c'est venir en aide concrètement. Mais d'ici là, ce que je demande au gouvernement Couillard, là, c'est minimalement d'aller récupérer l'argent là où elle est. Le problème, c'est qu'on regarde juste les dépenses puis on ne regarde pas les revenus. Il faut aussi regarder les revenus. J'ai proposé de taxer davantage les banques. On peut aller chercher 1,5 milliard uniquement sur la taxe sur le capital. Au lieu de faire saigner les gens dans les régions ressources, là, qu'on s'attaque aussi à la colonne des revenus puis qu'on fasse rentrer de l'argent au gouvernement du Québec. Juste les banques, l'année dernière, ont fait plus de 30 milliards de profits. C'est plus que le budget annuel du ministère de la Santé. Puis pourtant, on a vu leur allocation fiscale être réduite au fil des années. Alors moi, ce que je dis, c'est réinvestissons là, maintenant, dans les régions. Puis nous, au Parti québécois, on a une vraie vision de développement régional en proposant de redonner un tiers du budget du Québec aux régions ressources avec un projet planifié, documenté. Et c'est le travail que j'invite à faire tous ceux et celles qui croient que l'avenir du Québec passe par le Québec pays. Bertrand Tremblay, et ensuite... Monsieur Cloutier, monsieur le député de Gaspé, c'est ça? Gaétan. Vous avez un discours extrêmement motivant pour les régions ce matin, mais est-ce qu'il va passer le cercle des régions? Est-ce qu'il va atteindre les grands centres? Parce que ce qu'on constate, c'est que les médias nationaux ne parlent que des intérêts des grands centres et non pas des intérêts des régions. Est-ce que vous allez paraître à côté de, je sais pas, des avis de décès, ou bien si vous allez faire la manchette? Quand pouvez-vous frapper pour retenir l'attention des masses médias, des médias nationaux? Bien, il y a des médias nationaux aujourd'hui. Je vois que les représentants sont présents aujourd'hui. Les médias ont aussi une responsabilité de s'assurer que le message est entendu. Le communiqué que nous avons émis ce matin a été fait dans l'ensemble des régions du Québec, mais aussi
à l'ensemble du territoire. Les journalistes de la Tribune de la presse à Québec sont informés de la conférence de presse de ce matin. Maintenant, la diffusion de la nouvelle, évidemment, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça prend aussi une volonté politique. Puis ce matin, ce que j'exprime avec vous, c'est cette volonté politique. Puis là, personne qui peut... Je suis pas juste dans un discours creux, là. J'arrive ce matin devant vous avec des propositions concrètes pour redonner un souffle nouveau aux régions. C'est chiffré, c'est documenté, c'est identifié. Le gouvernement actuel pourrait décider dès maintenant. Ça a l'air de rien, là, mais les bourses dont je vous ai parlé pour les étudiants étrangers, c'est 30 000 étudiants étrangers qui viennent ici sur le territoire québécois. Imaginez s'il y en avait juste la moitié à chaque année qui allait se déployer, s'établir sur le territoire. Ce que ça prend au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est aussi de la régionalisation de l'immigration. Ce qu'on veut, c'est des gens formés, qui ont envie de venir contribuer avec nous ici sur l'ensemble des territoires des régions ressources. C'est ça le dynamisme économique. J'espère que nos médias régionaux auront cette capacité à diffuser la bonne nouvelle à tous les Québécois. Mais permettez-vous une question, Madame la Présidente? Je peux pas vous refuser ça, vous le savez, M. Tremblay. Pardon? Allez-y. Alors, ma suggestion, c'est que... comment expliquer le silence à l'heure actuelle des centres importants du Québec, de la dizaine de centres? On voit, par exemple, que le maire ici n'a pas tendu l'oreille à ce programme-là. On voit, par exemple, on se rappelle que les deux maires de Québec et de Montréal se sont serrés la main devant tous les maires du Québec qui applaudissaient. Mais comment voulez-vous à ce moment-là que le gouvernement s'inquiète? À fin de compte, c'est Régis Lavoie qui ont décidé du sort du Québec devant l'ensemble du Québec, devant l'ensemble des municipalités, et personne, ensuite de ça, sauf le député de Gaspé, sauf quelques rares voix. Et là, ce matin, vous arrivez avec un programme qui est emballant, mais est-ce qu'il va passer la rampe? Bien, d'abord, moi, je suis là pour qu'il passe la rampe. Je suis là pour donner des propositions à l'ensemble des Québécois. Mais sur le maire de Saguenay, permettez-moi de dire qu'il ne comprend pas les enjeux. Il a, lui, promotion Saguenay. Alors, lorsque tu as d'autres moyens de développement économique que tu sois dans la ville de Québec ou dans la ville de Montréal, tu comprends peut-être moins bien l'importance du développement local et des outils comme sont le CLD, comme sont le microcrédit, comme sont l'aide directe aux entrepreneurs. Les gens du lac, là, qui veulent se partir en affaires, ils vont pas cogner à la porte de Ville-d'Alma. Ils allaient cogner à la porte de la MRC puis du CLD puis essayer d'avoir de l'aide. Les gens, les petits entrepreneurs cherchaient à avoir une façon d'être encadrés. Pour les grandes villes, c'est facile à dire que, on n'en a pas de besoin. Mais ceux qui sont directement touchés, ce sont les petites municipalités. C'est elles qui sont complètement surchargées. C'est elles à qui on vient d'enlever des outils de développement économique qui étaient nécessaires. Allez parler aux maires de Métabetchouan, aux maires de Sainte-Ambroise, aux maires de Saint-Prime, aux maires de toutes les plus petites municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils vont vous le dire, eux, que l'aide au développement économique qui passait par le CLD était fondamentale pour eux. La concertation régionale, j'ai jamais vu le maire de Saguenay créer à aucune des rencontres. Ben, je comprends qu'après, c'est facile de dire ça sert à rien, alors qu'il n'était même pas présent. La concertation régionale, elle est fondamentale. Le leadership doit passer par une réflexion entre les élus. On doit échanger entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay ici sur notre territoire. On doit identifier nos priorités. C'est quoi en ce moment les priorités pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Personne n'est capable de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a priorité de Saguenay, il y a priorité d'Alma, il y a priorité de Saint-Félicien, il y a priorité de l'Abbé. Il y a des priorités locales. Mais il faut avoir une vision régionale. Si on veut sortir de la morosité, il faut que régionalement, on identifie nos 2-3 priorités. Moi, je vous propose l'électrification des transports avec le développement de l'aluminium. Je vous propose la régionalisation de l'immigration parce que je suis profondément convaincu qu'ils peuvent beaucoup apporter pour le développement économique de notre région. Puis je vous propose aussi la nécessité de dialogue et d'échange entre l'ensemble des intervenus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais honnêtement, pour les régions, là, il est le temps qu'on se prenne en main et qu'on donne un souffle nouveau. Je pense qu'il y a mon collègue de Gaspé qui va ajouter. Ouais, j'aurais le goût d'ajouter quelques éléments là-dessus. D'abord, votre réflexion est très pertinente, puis elle est très exacte aussi, à mon avis. Le gouvernement, présentement, est en train, à mon avis, de tenter de diviser les intervenants nationaux.
on est en train de créer une barrière entre la capitale, la métropole et les régions. À mon avis, c'est une stratégie qui est voulue et ça fonctionne malheureusement. Moi, je vous dirais qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de mettre en compétition les villes et la ruralité, parce que moi, j'aime beaucoup l'approche de complémentarité. Hein. Je dis souvent, j'ai besoin d'une métropole forte, d'une capitale aussi attrayante, mais je veux aussi que notre modèle de développement laisse une place de choix pour les 15 autres régions qui ont besoin de vivre aussi. Donc, la complémentarité, c'est extrêmement important. Et vous savez, moi, je crois que le discours des régions est gagnant. Il est gagnant, mais on doit l'expliquer parce qu'il a été très galvaudé au fil des années. Et c'est pas pour rien que quand Philippe Couillard était candidat, lors des dernières élections, à la tête du Parti libéral, écoutez, moi, j'étais dans mon coin de pays, chez nous, en Gaspésie. Puis bien sûr, je suis du côté du Parti québécois, puis j'écoutais M. Couillard qui, à peu près dans toutes ses interventions publiques, mentionnait le mot « région ». Moi, dans ma tête là, de candidat du Parti québécois, je me suis dit, au moins, si jamais on n'est pas le prochain gouvernement, le futur premier ministre ou le chef du Parti libéral a l'air d'avoir une sensibilité pour les régions. Il en parlait. On s'entend qu'il en parlait beaucoup. Malheureusement, depuis qu'il est en place, il ne réalise pas ce qu'il a dit. Même là, il fait le contraire. Donc, si ça lui a permis de prendre le pouvoir, notamment parce qu'il a quand même fait des gains dans certaines régions, ça veut dire qu'il y a une sensibilité puis un intérêt, je pense, de l'ensemble du Québec à l'égard des régions. Puis, il ne faut pas oublier que chez nous, en Gaspésie, on est 90 000 qui résident sur la péninsule, mais il y en a 600 000 Gaspésiens et Gaspésiennes à l'extérieur de la région. Je suis certain que si on faisait le décompte ici au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, puis dans l'ensemble des régions, on verrait que Montréal puis Québec, là, il y a pas mal de monde qui viennent des régions. Là. Donc, je crois qu'il y a une solidarité, puis on peut aller chercher l'appui de cette population-là. Écoutez, c'est présentement, pourquoi ça ne bouge pas dans les régions, à mon avis, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement a tellement allumé de feu un peu partout qu'on ne sait plus où commencer pour arroser. On ne sait plus où intervenir. Moi, comme député, là, je rencontre mes intervenants de la santé, de l'éducation, du développement économique, les jeunes. Écoutez, tous ces gens-là sont tous démobilisés. Puis, nos forces vives, on avait des porte-voix dans le milieu, les CLD, les CRE, mais ces gens-là sont en train de combattre pour leur propre survie. Quand tu combats pour ta propre survie, là, des fois, tu as moins le goût d'être solidaire. Tu as moins le goût d'aller au bat pour ton voisin ou l'organisme à côté. C'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est du jamais vu dans les régions. Moi, j'ai vu des combats livrés pour un dossier de transport, à un moment donné, pour un dossier de santé. Mais là, on est attaqué sur tous les plans. Puis, il y a une démobilisation. Les seuls, je dirais, représentants qui sont un petit peu mis sur la scène là, par le gouvernement, ce sont les élus municipaux. On dit qu'on va donner au MRC un paquet de pouvoir, on va leur donner, mais on ne dit pas qu'on va leur donner des budgets, par exemple. Donc, le monde municipal est très sollicité, mais est présentement isolé. Puis, ça crée vraiment une démobilisation, là, dans le milieu, ce qu'on n'a jamais vu, mais je crois qu'on va s'en saisir, puis on devrait être en mesure, j'espère bientôt, de dire au gouvernement que assez, c'est assez. C'est un peu ce qui se passe avec le mouvement « Touchez pas à mes régions ». Merci. Donc, prochaine question, Caroline Labrie d'Astral Média. Ensuite, Kay Tremblay de TVA et Catherine Paradis de Radio-Canada. Il y a la couverture médiatique, mais il y a aussi le fait que présentement, vous battez contre un candidat vedette, contre un candidat que peu importe ce qui se passe, il y a une manchette au moins par jour qui parle de lui. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais quand même, comment... Parce que là, c'est bien, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison pour présenter vos propositions, mais comment rendre le message partout? Est-ce que vous allez faire une tournée des régions comme ça? Est-ce que vous allez vous présenter? Parce que visiblement, là, du point de vue national, c'est plus difficile là, comme campagne. J'imagine que pour vous, vous attendiez pas à ça à la base là, comme une course à la chefferie. Je vous dirais presque l'inverse. C'est que je veux vous rappeler que quand on a fait le premier sondage de la course à la chefferie, bien humblement, j'étais à 0%. Alors, je ne manque pas d'optimisme, comme vous faites voir. Selon les derniers sondages, je suis rendu deuxième dans la course. Et il y a une progression qui est évidente. Et pour être très honnête avec vous, le vrai défi que nous avons en ce moment, c'est de la gestion de croissance. Parce qu'il y a plein de monde qui veulent nous aider, mais c'est une grosse organisation, c'est une PME que je monte à travers le Québec. Dans chacune des régions, on a des organisations dans toutes les régions du Québec. Il faut être conscient de l'ampleur du défi. Ceci étant dit, il y a une progression qui est lente, mais elle est constante. Je serai en Abitibi pas plus tard qu'après-demain. Je participerai à des marches, à des rencontres, à des manifestations. Je serai en Gaspésie dans 3 semaines. Effectivement, je suis en tournée du Québec. Je vais à la rencontre des citoyens sur l'ensemble du territoire. Je vais à Montréal et à Québec à chaque semaine. Je suis un peu partout. Puis très honnêtement, je ne peux pas me plaindre non plus de la couverture médiatique. Je suis satisfait de la couverture que j'ai eue jusqu'à maintenant. Mais je mise sur Petit Train va loin, mais surtout
pierre par pierre. C'est-à-dire que le Parti québécois doit ouvrir les fenêtres, doit sortir des sentiers battus et doit faire preuve de changement. Le Parti québécois, c'est le parti des régions, c'est le parti du développement économique, mais il faut l'incarner par des mesures. C'est exactement ce que j'essaie de faire avec vous ce matin, à partir de mesures concrètes pour cette course à la chefferie. Mais il reste encore 3 mois à la course. Hein. Je vais juste vous faire des petits rappels amicaux. Là. À la dernière élection, tout le monde pensait que le Parti québécois allait être majoritaire puis que Gaétan et moi serions ministres au sein du gouvernement. Alors que, comme vous le savez, on a perdu beaucoup de nos collègues. J'utilise souvent l'exemple de François Hollande en France, qui était bon dernier. Personne ne pensait qu'un jour, ce gars-là allait être le président de la France. Aujourd'hui, il l'est. Il était à peu près à 2 % qui a annoncé qu'il serait candidat au Parti socialiste français. Je veux juste vous rappeler qu'il y avait Ségolène Royal, Martine Aubry, puis Dominique Strauss-Kahn qui était bien avant lui. Pourtant, on connaît le résultat final, puis aujourd'hui, il est président de la République. Peut-être le goût d'ajouter. Est-ce que vous permettez un petit commentaire là-dessus? Je vais voir avec vous, M. Cloutier, votre présence, comment est perçue également la candidature de M. Cloutier. Bon, vous l'avez appuyé, mais des fois, c'est plus difficile de demander au principal intéressé. C'est exactement ce que je voulais compléter. Merci de l'occasion. Écoutez, moi, ce que je constate sur le terrain, c'est effectivement, Alexandre est un peu moins connu peut-être que d'autres candidats à la chefferie. Puis d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je pense que les militants du Parti québécois sont extrêmement bien servis. Hein. C'est sain ce qui se passe dans notre parti présentement. D'abord, à date, et on se croise les doigts, la campagne va extrêmement bien. Il y a du respect, il y a des beaux échanges d'idées, du bon contenu. On sort d'un caucus la semaine passée, c'était amical. Même des journalistes nous disent « on n'a jamais vu ça ». On espère que ça va continuer. Mais moi, ce que j'entends sur Alexandre, c'est que oui, un peu moins connu, mais quand on a l'occasion de le connaître, de l'entendre ou de le rencontrer, bien, on l'apprécie. Fait que ça, c'est bon. C'est bon pour moi, c'est un bon présage. Alexandre a un défi, c'est de se faire connaître, faire le tour de ce grand pays-là qu'est le Québec. Vous l'avez dit, c'est immense comme tâche dans peu de temps. Mais c'est important. Pour moi, la lecture, là, ce qu'on entend sur le terrain, c'est vraiment les gens qui entendent, qui connaissent, qui ont l'occasion d'échanger avec Alexandre, apprécient ce discours-là. D'abord, un discours de... Moi, ce qui m'intéresse, je suis un gars de contenu, je suis un gars de fond. Et je regarde les propositions qu'Alexandre a déposées depuis le début de la course à la chefferie. C'est incroyable là, en termes de... Il y a du stock là-dedans, excusez l'expression, là, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On ose avancer des choses qui dérangent. On amène un discours frais, un discours nouveau. Moi, ça rejoint mes attentes face à la jeunesse. Je crois qu'on va rejoindre un nouvel électorat à partir des propositions d'Alexandre. Puis, il y a du nouveau, il y a un vent de fraîcheur là-dedans. Puis, c'est ce qu'on a besoin au Québec en politique, à mon avis. J'aurais le goût de vous relancer avant en fait, qu'est-ce qui dérange selon vous? Vous dites que Alexandre dérange. Qu'est-ce qui dérange le plus? Bien, ce qui dérange, c'est qu'on dirait qu'aujourd'hui, hein, vous savez, le pire obstacle pour un politicien, c'est la situation financière que le gouvernement libéral essaie de nous accoler. C'est-à-dire la dette. La dette. Puis c'est comme si on n'avait plus de capacité financière au Québec de revoir les choses, de faire autrement, puis d'améliorer des choses. Donc, Alexandre amène des propositions au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des transports. Écoutez, ce matin, là, on dit qu'on va se doter d'une politique sur les transports des personnes et des marchandises au Québec. Là. Il y a eu une politique des transports au Québec, c'est Jacques Barry en 2000-2001 qui l'a adoptée, mais malheureusement, elle a été mise sur une tablette, mais elle n'a jamais été mise en application. C'est ça la réalité. Là, on dit, c'est important, occuper le territoire, puis si on veut avoir un discours vrai, si on veut pas seulement avoir un discours sans fond, si on veut occuper le territoire, il faut d'abord commencer par régler les problèmes de transport et de communication. C'est la base. C'est audacieux ce qu'on amène ce matin. Je suis certain que nos amis au gouvernement, nos amis des autres partis, s'ils ont à commenter la déclaration d'Alexandre par rapport au transport ce matin, ils vont dire, écoutez, là, c'est le Père Noël, Alexandre Cloutier, l'argent ne tombe pas du ciel, on peut pas. Moi, je regrette, là, mais si on veut occuper un pays comme le Québec, si on veut dire aux régions, oui, on croit en vous, on croit à une occupation du territoire réel, il faut être conséquent puis faire des choix comme ça. Fait que dans ce sens-là, ça dérange, mais comme Alexandre l'a dit aussi, il y a les dépenses, mais aussi la colonne des revenus. Puis à différents niveaux, je pense qu'il faut revoir la fiscalité du Québec. Ça manque l'exemple des banques, quelle aberration. Donc, moi, j'aime entendre ça. J'aime quelqu'un qui ose, On est en 2015. Je crois qu'on a été longtemps en stagnation au Québec sur des grandes réformes. Les grandes réformes au Québec remontent à quand? Très longtemps. Et je pense qu'on remonte au Parti québécois les dernières. Donc, on est dû pour un discours nouveau, puis oser. La planète évolue, le monde évolue, la société évolue. Puis nous, si on fait du stationnaire, je pense qu'on recule tout ce temps-là. Kate Tremblay de TVA, ensuite Catherine Paradis de Radio-Canada. Je voudrais vous entendre, oui, un peu sur... Vous avez parlé justement à cette
ce mouvement un peu qui s'est formé, touchez pas à ma région. Pour avoir habité en Gaspésie un certain temps, j'ai toujours mes parents là, je connais beaucoup de gens là-bas. Et moi, j'avais l'impression que là-bas, ça a pris quand même une certaine ampleur. Peut-être que M. Lelièvre, vous pourrez me confirmer ça. Et du côté de M. Cloutier, on a l'impression qu'il n'y en a pas de mouvement comme ça ici, où que les gens ont moins embarqué. Je sais qu'en Abitibi aussi, ça s'est plus développé. D'abord, est-ce qu'en Gaspésie, on le sent vraiment que les gens se sentent un peu plus préoccupés? Et M. Cloutier, ici, justement, qu'est-ce qui fait peut-être qu'on est un peu, où on se sent moins, où on se sent peut-être un peu plus désabusé, finalement, de toute cette situation-là? Bien, écoutez, je peux vous dire qu'en Gaspésie, le mouvement a été amorcé par la Conférence régionale des élus de Gaspésie de la Madeleine. Ensuite, ça a été la région de l'Abitibi emboîtait le pas. Puis finalement, bien, ça a fait un peu boule de neige dans plusieurs régions. Je vous dirais que ce qu'on vit présentement, il y a des régions qui ont peut-être moins adhéré au moment où on se parle, et ça peut s'expliquer. Écoutez, c'est un phénomène qui est pas nouveau. Quand on a des coupures ou des mesures d'austérité ou des mesures très contraignantes qui sont adoptées par l'État central, bien souvent, les premiers où ça fait mal, les premières régions, c'est les régions qui sont en plus mauvaise position sur le plan social et économique. Puis si vous regardez, bon, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, c'est sûr que quand on parle de couper, par exemple, 34 emplois à la Conférence régionale des élus à Gaspé, bien écoutez, 34 emplois là, sur l'île de Montréal, au centre-ville à Québec, là, on n'en parlera même pas là, au déjeuner le matin là, dans les dépanneurs. C'est pas un sujet d'actualité. Mais chez nous, 34 emplois, là, on voit les visages. Là. On voit 34 jeunes, pour la plupart, compétents, qui sont venus ou revenus s'installer en région, qui sont des ressources professionnelles. T'sais. Puis le gouvernement, dans son discours, quand il dit on coupe les structures, c'est très stratégique. Y a-t-il quelqu'un ici dans la salle là, qui est contre couper les structures? Parce que c'est un secret de polichinelle. Il y a toujours trop de structures, il y a toujours trop de fonctionnaires. Mais en dessous des structures, il y a 20 millions de budget en Gaspésie qu'on va perdre. Il y a 34 jeunes compétents qu'on va perdre. Il va probablement y avoir 20 ou 25 maisons à vendre au centre-ville de Gaspé. Ça, dans un petit milieu où tu es 6 000 de population, ça n'a pas la même lecture qu'au centre-ville à Québec ou à Montréal. Donc, généralement, les régions les plus en difficulté sont les premières à réagir. Mais je crois que le phénomène ou le regroupement est quand même assez jeune. Puis je crois que ça va faire quand même boule de neige dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense que l'aboutissement ultime va être au printemps. On verra comment ça va se dérouler, mais je crois que ça va être un printemps qui va être très, très, je dirais, houleux. Hein? Les syndicats commencent à embarquer dans la démarche, donc je pense qu'il va y avoir là, un printemps assez occupé. Moi, j'ai confiance aussi que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se fasse entendre. Peut-être que la réponse s'est faite de façon un peu plus individualisée. On a vu certains groupes qui sont sortis. Maintenant, j'invite les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean à défendre la région, à se mobiliser, à être solidaires avec les autres régions du Québec et à se faire entendre. Tout à l'heure, j'ai fait une remarque sur la différence avec Ville-Saguenay, qui est peut-être moins touchée, mais c'est certainement vrai pour l'ensemble des petites municipalités sur le territoire. Catherine Paradis de Radio-Canada et ensuite Denis Villeneuve du Quotidien. Bonjour, messieurs. Monsieur Lelièvre, vous avez dit quelque chose dès le départ qui m'a fait réfléchir. Vous avez dit, est-ce qu'il est trop tard pour reprendre le temps perdu? Après ça, vous êtes revenu en disant que tous les feux sont allumés en même temps actuellement dans les régions. Les CLD, les CRE, tout ça, ça démobilise les gens. Comment donc ça s'inscrit dans le fond? J'aimerais peut-être vous entendre un petit peu plus là-dessus. Puis M. Cloutier, nous expliquer peut-être comment votre vision du développement régional va s'inscrire dans ce contexte-là, si on se reporte à quelques années, là, au moment où vous voulez mettre ça en place. Comment ça s'inscrit dans le contexte qu'il va avoir à ce moment-là, à la lumière de ce qui se passe maintenant? Bien, d'abord, si vous me permettez de répondre maintenant, je demande au gouvernement du Québec d'intervenir maintenant, de réinjecter 50 millions dans le développement régional, d'utiliser cet argent-là pour assurer la concertation, l'aide aux entrepreneurs, le maintien des services pour nos jeunes. Moi, ce que je veux, c'est que je me bats au moment où on se parle pour que le gouvernement actuel pose des gestes. Maintenant, je n'accepterai pas qu'il ne rectifie pas la situation. C'est pour ça qu'il y a des mouvements qui se créent partout à travers le Québec pour expliquer en quoi les services qui sont offerts sont essentiels. Et j'ose espérer que le gouvernement du Québec va entendre. On a un premier ministre soi-disant qui habite le Lac-Saint-Jean. J'imagine qu'il va jaser avec son monde, qu'il va prendre la peine d'essayer de comprendre à quoi ça sert l'aide aux entrepreneurs par les CLD, en quoi la concertation est importante. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va finir par entendre le message
et j'ose espérer qu'ils vont reculer. Et nous serons les premiers à applaudir à ce moment-là si le gouvernement décidait de changer son fusil d'épaule. Alors, s'il ne devait pas faire ça, j'ai plusieurs autres mesures qui visent aussi à ramener du monde dans les régions, puis à nous assurer de remplir nos institutions comme nos cégeps, comme nos universités, d'inviter les étudiants étrangers à venir s'établir sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le défi du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis des régions ressources, là, le premier en haut de la pile, c'est la démographie. Si on ne se rappelle pas que notre premier défi, c'est celui-là, comment on crée du dynamisme économique? Pas avec du monde qui prenne leur retraite, avec le monde qui viennent s'investir, qui fondent leur famille, qui se lancent en affaires, qui développent des nouveaux créneaux. Nos régions sont vieillissantes, là, au Québec. Il faut combattre ça par la démographie. Et à mon point de vue, ça passe beaucoup par les cégeps, par les universités, puis par des jeunes qui vont venir fonder leur famille sur notre territoire. Peu importe d'où ils viennent de cette planète, tout le monde est bienvenu sur notre territoire. Écoutez, quand je disais qu'on a allumé des feux un peu partout, puis c'est stratégique, en tout cas, moi, j'ai quand même travaillé depuis quelques années dans le domaine du développement local et régional, puis c'est du jamais vu. Comme je le disais tout à l'heure, on a livré des grands combats dans les régions, par exemple, dans certains dossiers sectoriels. À certaines périodes, ça a été les transports. À un autre moment donné, ça a été la santé. À certaines occasions, ça a été pour des dossiers économiques. Mais présentement, ce que je sens, c'est que, je vais prendre une expression de notre ex-première ministre, Mme Marois, il y a à boire et à manger pour tous, là, c'est clair. Là. Écoutez, tout le monde est en crise. Là. On a commencé par la santé avec l'abolition de nos conseils d'administration d'hôpitaux. Bien, veut pas, c'est 15 bénévoles dans le milieu, nommés, qui défendaient les intérêts de la santé dans leur territoire de C3S. Ensuite, on s'est attaqué au CLD. Bien, c'est un conseil d'administration encore là avec un président qui souvent est dans les médias, qui défend la région. Ensuite, ça a été l'ACRE. Là, ça a été l'instance ultime, régionale, encore là, des leaders municipaux, des leaders économiques, une gouvernance. Donc, quand il y a un problème dans une région, c'est souvent ces personnes-là qui vont aux barricades les premiers supporter les élus. Mais là, ces gens-là, à part des maires et des préfets présentement, tout le monde est menacé. Donc, ça crée une démobilisation. Puis le gouvernement a tout l'espace voulu pour intervenir sans qu'il y ait une mobilisation, comme M. le disait tantôt, sans qu'il y ait une mobilisation vraiment dynamique des territoires. Les gens sont sous le choc. Puis non seulement on perd nos budgets, on perd nos ressources dans le milieu. Au-delà des structures, il y a des gens, il y a des professionnels, il y a des budgets derrière ces structures-là, mais on perd aussi nos porte-voix. Moi, comme député, là, je dirais ma plateforme ou ma tribune d'intervenants privilégiés pour consulter ces représentants-là, pour les discuter avec eux, pour les voir se mobiliser, bien, je l'ai plus, cette tribune-là. Là. On se ramasse avec strictement le monde municipal que le gouvernement met en éloge, mais on leur donne quoi? On leur promet une gouvernance de proximité à la Fédération québécoise des municipalités. On verra ce que ça va donner. C'est un beau mot général qui peut inclure n'importe quoi ou à peu près rien. Donc, on leur promet une gouvernance de proximité. On leur coupe 300 millions de dollars. Puis on leur dit, c'est vous autres maintenant qui allez être les en porte-à-faux, qui allez porter le développement local et régional avec 60 de coupure des budgets des CLD. Bien, c'est pas un cadeau extrêmement intéressant. C'est pas une belle reconnaissance pour le monde municipal, quant à moi, là. Donc, c'est vraiment inquiétant. Puis en même temps, on vit si je parle de la Gaspésie, par exemple, on va probablement assister au démantèlement du chemin de fer dans quelques semaines. Bien, une région éloignée qui perd son chemin de fer, c'est historique, là. C'est plus de 100 ans là, qu'on va briser là, en termes de modalités de transport. On a Orléans Express qui a coupé de 50 son service la semaine dernière. Puis on a des avions qui passent au-dessus de nos têtes à 1000 à 1500 pièces du billet Québec-Gaspé. Donc, il y a strictement ceux qui ne paient pas leur billet qui peuvent embarquer dedans, c'est les fonctionnaires de l'État. Fait que c'est ça la situation. Quand je vous dis, est-ce qu'il y a un point de non-retour? Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Moi, honnêtement, là, je ne vais pas jouer l'alarmiste ce matin, là, mais c'est ça la situation. Puis je vous fais seulement le portrait des transports. On a beau être... C'est vrai qu'on est éloigné, mais là, on est en train de devenir isolé. C'est tout un autre contexte. Puis j'ai le ministre Poetti dans la presse des derniers jours qui disait qu'il ne faut pas que le chemin de fer soit un gouffre financier. On a mis 40 millions depuis 2007, je regrette, là, mais des gouffres financiers au Québec, là, il y en a eu pas mal plus dans les grands centres que dans les régions. Puis c'est une question vitale, les transports dans les régions. Donc je ne sens pas d'écoute, je ne sens pas de connaissance de la réalité des régions dans ce gouvernement-là. Comme Alexandre l'a dit, qui a une connaissance, une réalité régionale, locale, de régions ressources dans ce gouvernement-là, au Conseil des ministres? Très, très peu. Donc, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant.
Les décisions sont prises tout azimut à la grandeur, mur à mur à la grandeur du Québec. Et ça n'a pas les mêmes conséquences partout. Puis on dirait que ce message-là n'a pas d'écho à Québec. On sent qu'il y a une volonté, strictement, d'intervenir sur une base financière, déficit zéro. C'est l'ultime objectif du gouvernement. Mais c'est inquiétant. Puis on est en première année de mandat. Imaginez-vous, il y a encore 4 ans. Puis quand on sait que la mémoire collective au Québec, c'est entre 6 et 12 mois, c'est inquiétant. Alors, Denis Villeneuve du Quotidien, ensuite Roger Boivin. Oui, M. Cloutier, c'est presque une question que je pose aux députés de Lac-Saint-Jean plutôt qu'aux candidats à la chefferie. Vous montrez très critique envers le Parti libéral. Vous assumez votre rôle, évidemment. Mais il reste que les libéraux ont quand même donné suite à une idée que vous avez mise de l'avant, c'est-à-dire tenir un sommet de la région, au niveau de la région, le 19 juin prochain. Est-ce que c'est pas le temps pour vous de mobiliser les gens de la région pour arriver avec des propositions à ce sommet-là? Je ne sais pas si vous avez participé ou il y a eu des discussions avec M. Simard ou l'organisation. Vous avez raison que ce sera une occasion, puis il faut reconnaître que c'est une bonne initiative. C'est une idée qu'on a... En fait, c'est un sommet qui, comme vous le savez, s'est tenu à quelques reprises là, dans l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais moi, je pense que c'est plus que jamais nécessaire. Moi, je vous ai identifié tout à l'heure des priorités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le défi démographique demeure, à mon point de vue, l'élément central. Il y a plusieurs autres enjeux comme la régionalisation de l'immigration et plusieurs autres, là, l'enseignement à l'université, dans nos cégeps, etc. Mais comme vous voyez, je ne manque pas de propositions. C'est sûr que je vais me faire entendre très fortement lors de ce sommet-là. Mais en même temps, je trouve qu'on perd du temps. Ce qui m'agace et ce qui m'exaspère, c'est que j'ai l'impression qu'il y a du temps précieux qu'on met derrière nous et qu'on est en train de sabrer dans de l'aide pour le développement économique. On n'a pas de vision régionale, puis pendant tout ce temps-là, on attend. Je pense pas qu'on a le luxe du temps, et je trouve ça malheureux, dans le fond, d'être obligé d'attendre au sommet pour essayer de se redéployer, alors que pendant ce temps-là, on assiste à toutes les coupures. Pas drôle, on est obligé de se chicaner pour savoir où les cadres vont s'établir sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On retombe dans des dynamiques de division. Pourquoi? Parce qu'on lance un morceau de pain à l'intérieur, en plein milieu de la table, puis on dit aux intervenants, chicanez-vous entre vous autres pour ramasser une bouchée. C'est pas ma vision du développement régional. Donc, Roger Boivin, et ensuite, j'attends vos... C'était ma question, le sommet économique, mais effectivement, là, j'en aurais peut-être une pour nos deux participants. Merci beaucoup de votre présence. C'est tous les secteurs économiques ou presque sont en difficulté au Québec, le pharmaceutique, le pétrochimique, l'aluminium, les mines, pour des contextes donc on ne contrôle pas, mais il y en a un qui s'en revient bien, c'est le bois d'œuvre, parce que la relance économique américaine va enfin nous faire des clients. C'est parti. Est-ce que vous trouvez que la réforme forestière qui a été initiée sous Mme Normando, et que vous avez à peine effleuré, bien sûr, pendant 18 mois, mais est-ce que cette réforme-là n'est pas en train de nous faire échapper la relance dans les régions, puisque là, c'est ceux qui peuvent payer plus cher le bois qui partent avec, puis bien sûr, l'industrie de transformation du bois réel n'est pas dans les régions. Vous savez que l'Estrie, la Beauce a plus d'emplois, à 17 000 emplois de transformation du bois. Il y en a 7 000 ici dans la région. La Beauce produit presque pas de bois. Puis eux, ils ont les moyens de payer, ils ont les entreprises de transformation. Fait qu'ils partent avec nos quotas de bois, puis ils vont... C'est au Québec, mais c'est pas dans les régions, encore une fois. Est-ce que vous trouvez que cette réforme-là devrait être modifiée? Parce que là, il y en a une manne, là. Enfin, il y en a une au moins. Alors, saisissons-la et comment on pourrait améliorer cette réforme-là relativement rapidement? Parce que là, la relance est là. Le défi du coût de la fibre puis du coût réel qui est payé par les entreprises, de toute évidence, c'est un sujet de préoccupation par l'ensemble des intervenants sur le territoire. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis abordé par toutes les scieries. Puis, inévitablement, les enchères ont créé une forme d'incertitude. Et cette difficulté de planification, elle est réelle sur le territoire. Et il y a eu beaucoup d'échanges en ce sens. Maintenant, effectivement, il y a le coût, le prix a augmenté. Le PIB américain, dans les 3 derniers mois, a dépassé 5 %. C'est extrêmement encourageant pour nos exportateurs et très encourageant pour l'industrie du bois d'œuvre. Alors, j'ose espérer qu'effectivement, on va réussir à prendre le virage et que nos entrepreneurs locaux auront suffisamment d'outils. Mais le coût de la fibre, effectivement, c'est un enjeu qui revient dans toutes les rencontres que je fais. Peut-être pour ajouter là-dessus, là, vous avez mentionné un bel exemple là, où on pourrait, comme société, rétablir un équilibre dans le partage de la richesse.
Écoutez, les richesses naturelles, ils sont pas au centre-ville à Montréal et pas à Québec là, pour la plupart. Ils sont dans nos régions. Une bille de bois qui part d'ici du lac Saint-Jean vaut quelques dizaines de dollars à son propriétaire. Mais une fois transformée là, dans les cantons de l'Est en meubles, là, elle vaut des milliers de dollars. Bien, toute cette richesse-là que les régions exportent, sans parler de la plus grande richesse, nos jeunes, nos cerveaux, bien, toute cette richesse-là qu'on exporte, il faut qu'on trouve une façon de ramener une partie de cette plus-value-là dans les régions. Sinon, on fait seulement que siphonner les régions. On est en mode d'exploitation et non pas en mode de développement. Donc ça nous vaut des tours à long terme. Écoutez, chez nous, en Gaspésie, l'endroit au Québec où il y a le plus haut niveau de transformation de produits marins, c'est à Saint-Hyacinthe. Mais il n'y a pas une queue de morue puis de poisson de pêcher à Saint-Hyacinthe, là. C'est correct. Il y a un développement au niveau alimentaire qui s'est développé, un pôle extrêmement intéressant, une région extrêmement dynamique. Mais cette richesse-là, encore là, qui est créée à l'extérieur, il faut qu'on trouve comme société une façon de reconnaître que la richesse initiale a été prélevée dans des régions. Puis s'il n'y a pas un retour d'ascenseur, bien, c'est clair qu'à un moment donné, quand on regarde le PIB qui est produit en Gaspésie ou dans des régions versus ce qui est produit en termes de valeur ajoutée dans des régions centrales, bien, c'est clair qu'on a l'air d'une gang qui en demande plus que ce qui en donne. Mais c'est une fausse lecture. C'est une lecture qui est incomplète. Mais ça, il faut qu'à quelque part, qu'un gouvernement prenne acte de ça, cette réalité-là, puis pose des gestes qui vont faire en sorte qu'on va donner de l'espoir aux régions. Parce que sinon, moi, je crois qu'on est rendu à un point où on doit se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment occuper notre territoire québécois? Si on veut l'occuper, il faut être conscient qu'il va y avoir des changements profonds, majeurs à apporter dans la société. Il va falloir que les gouvernements en prennent acte, parce que sinon, c'est un discours hypocrite. On est en train de... On a un discours qui dit grosso modo, l'ensemble du Québec doit être occupé, chaque personne au Québec doit avoir des chances égales, mais c'est pas vrai. Au niveau de l'éducation, un jeune qui part de Gaspé, qui s'en va à Québec ou à Montréal, bien, c'est entre 15 et 17 000 $ net par année que ça coûte aux parents. Je regrette, mais si tu es à proximité d'un établissement universitaire, bien, c'est entre 2 000 et 3 000. C'est tout ça des chances égales. Il n'y a pas de retour fiscal qui reconnaît ça. Au niveau de la santé, chez nous, quelqu'un qui a le cancer, là, il suit ses traitements de radiothérapie à l'hôpital de Rimouski. C'est 1032 km aller-retour. On vient de couper le train, on va couper l'autobus. L'avion, on oublie ça. Fait qu'il reste, prends ta voiture, puis tape-toi 1000 km pour aller suivre ton traitement de radiothérapie. C'est ça la réalité de certaines régions. C'est un discours hypocrite en termes d'occupation de territoire. On est rendu à une étape où il faut poser les vrais constats, puis amener des solutions. Puis s'il faut prendre des décisions comme société, à l'effet qu'il y a des choses à revoir, bien, il faut avoir la maturité pour le faire. Moi, j'appelle ça du respect pour les gens des régions. Vicky Boutin de Radio-Canada. Monsieur Cloutier, vous dites, vous savez, il y a souvent une division profonde entre les élus du Saguenay, ceux du Lac-Saint-Jean. Vous dites qu'il faut des priorités régionales et qu'actuellement, il y a des priorités pour chacun dans chacun de leurs milieux. Si vous êtes élu, comment est-ce que vous comptez faire pour les convaincre de parler d'une même voix? Bien, d'abord, ça prend un endroit pour se parler. On est d'accord là-dessus, là? Puis il faut rassembler les gens. Non seulement les élus, mais ceux aussi qui occupent des fonctions clés dans le développement communautaire, dans le développement social du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut donner un endroit où les gens peuvent dire, voici nos 4-5 priorités pour les 3-4 prochaines années. Ça prend des lieux d'échange. C'est comme ça qu'on assure de la coordination, mais aussi de la cohérence. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de cohérence pour le développement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pour y arriver, ça prend un lieu de concertation où tout le monde est assis ensemble. Je vous rappelle qu'à l'époque, les CRE, il n'y avait pas juste des élus autour d'une table. Il y avait nos acteurs. Il y avait nos acteurs locaux, il y avait des représentants des syndicats, il y avait des représentants des organismes communautaires. C'est ça, un vrai modèle de développement, c'est de donner la parole à ceux, justement, qui ont un rôle d'influence dans notre communauté. C'est ça qu'on a de besoin. En terminant, moi, j'aurais le goût de vous demander, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans les régions qui voyagent, qui prennent leur voiture. Je vous entends parler d'électrification des transports. Pouvez-vous y aller de manière vraiment précise? Comment vous rêvez à ça dans 10 ans? Est-ce que ça veut dire chacun va avoir sa voiture électrique? Pour moi, l'électrification des transports, c'est pas le gars qui part en pick-up la fin de semaine qui s'en va à son chalet, je sais pas, moi, dans le nord de Dolbeau, là. C'est les toutes les municipalités au Québec ont tous une flotte de voitures. Ça serait simple d'identifier d'abord et avant tout les voitures utilisées par les municipalités qui doivent faire des petits trajets sur le territoire pour donner une impulsion à l'industrie québécoise puis développer une grappe industrielle. À Montréal, là, il y a un projet qui est hyper intéressant qui s'appelle le projet Nomade, qui est la création d'un véhicule partagé. C'est hallucinant ce qu'ils ont réussi à développer. C'est tu peux commander ton véhicule par ton iPhone
Et le véhicule arrive stationné au plus proche stationnement de ta maison toute seule. Et tout ce que tu as à faire, c'est entrer ta carte, tu t'en vas travailler, tu le laisses là, et ensuite quelqu'un d'autre l'utilise pour s'auto-déplacer. Il y a un projet de développement comme celui que je viens de vous parler, qui s'appelle le projet Nomade, qui est un véritable projet avancé, là. Pas un truc de vue de l'esprit, là. Une équipe, le Centre national des transports du Québec, a développé ce modèle-là avec un groupe d'ingénieurs. C'est carrément du futur, mais c'est hyper passionnant. Puis le gars m'a montré son prototype. Le prototype, savez-vous, il est fait avec quoi? De l'aluminium. Savez-vous, il viendrait de où, l'aluminium? Ben, de notre région. C'est ça de la vision, c'est ça des créneaux d'avenir. Puis c'est sûr que l'électrification des transports, on n'y arrivera pas du jour au lendemain. Mais je veux juste vous dire un petit rappel là-dessus. Savez-vous, c'est quoi le déficit commercial du Québec? C'est 22 milliards. 22 milliards, ça, c'est de l'argent que tu envoies directement à l'étranger que tu ne reverras jamais ici au Québec. 22 milliards, c'est plus que le budget annuel du ministère de l'Éducation. Juste mettre les choses en perspective. À cause du pétrole, puis à cause de l'achat de voitures étrangères. La filière des voitures, on l'a complètement perdue au Québec au profit de l'Ontario. Mais là, il est le temps d'opérer un virage au Québec avec l'électrification des transports. Commençons par les modèles qui sont faisables, c'est-à-dire ce modèle d'auto partagé, il est réaliste. On est en train d'avoir les premiers autobus électriques au Québec, là, sont faits ici par Novabus sur le territoire québécois. Moi, je pense qu'on pourrait élargir à la flotte des municipalités. Pourquoi vous voudriez imposer une taxe? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de passer par Hydro-Québec? Oui, c'est ça, vous voulez taxer. J'ai compris le 50 millions, c'est par là que vous iriez chercher le budget? Non? C'est pas comme ça? Non. Là, le 50 millions auquel vous faites référence, c'est le commerce électronique, exact. Comme par exemple... Vous serviriez de ça pour... On est ailleurs. OK. On est ailleurs, puis peut-être que... Alors, par où ça passe? Est-ce que ça passe par Hydro-Québec? Est-ce que ça passe? Ça passe par le Fonds vert. OK. C'est autre chose. Le 50 millions, c'était pour donner donner pour l'aide aux entrepreneurs par le commerce déloyal. Mais ça passe par le Fonds vert. Vous en rendez peut-être pas compte, là, mais quand vous rentrez votre carte de guichet là, pour payer pour votre voiture, il y a un pourcentage de l'argent qui s'en va directement au Fonds vert. Le Fonds vert, c'est quoi? C'est des sommes qui sont mises à la disposition du gouvernement du Québec pour lutter contre les changements climatiques. Savez-vous combien d'argent qu'il y a dans ce fonds-là au moment où on se parle? 3 milliards. 3 milliards, là, c'est 3 000 millions. C'est énormément de sous. En fait, le gouvernement n'a aucune idée de ce qu'il va faire avec cet argent-là. C'est de l'argent dédié qu'on appelle. C'est de l'argent qui sert à lutter contre les changements climatiques. Moi, ce que je propose, là, c'est de prendre une partie de cet argent-là pour donner une impulsion au développement de la voiture électrique au Québec, pour créer de l'emploi, développer des créneaux. Appelez Cargo, là, après la conférence de presse, allez visiter à Alma ce qu'on fait. C'est incroyable, là. Les voitures qui sont faites à Alma, ils sont exportées partout à travers le monde dans des industries de l'aluminium. Ils ont même un contrat à l'aéroport de Calgary. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est pas un domaine futuriste qui n'arrivera pas. Dans 25 ans, là, on va se revoir ici, là, puis on va réaliser que tout ça, il y a un déploiement partout à travers le monde de la voiture électrique. Donc, on a le choix. On laisse les autres le faire ou on a assez d'intelligence pour prendre le bateau. On fait de l'aluminium, on est le plus gros producteur d'électricité en Amérique, puis on va être assez nono pour passer à côté de ça, franchement. Donc, moi, je pense que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un beau créneau d'avenir. Merci beaucoup.